Merci à tous d'être venus en nombre, un peu intimidant. Donc pour parler de l'évolution des protocoles. C'est bon ton micro ? Normalement, oui. Bon, c'est parti. Donc on va commencer pour une introduction. Pour chacun, pouvez-vous nous rappeler brièvement votre rôle et celui de votre entreprise dans l'évolution des standards lumière et de la normalisation internationale. Mais on va commencer par votre nom, votre rôle, votre société, et puis après la normalisation. Allez, je commence. Donc moi, je suis Vincent Bouquet, je suis directeur technique chez Robé Lighting France. Donc je m'occupe de la direction technique de la filiale française de Robé. Donc Robé, c'est un fabricant d'éclairage qui se spécialise dans les projecteurs motorisés, mais pas que, dans le marché du théâtre et dans la tournée, dans les festivals, etc. Et donc Robé, c'est aujourd'hui un groupe de plusieurs marques avec différentes acquisitions. On a aujourd'hui une marque de console, on a de l'éclairage architectural. Depuis peu, on a aussi une marque de distribution électrique, LSC. Et donc moi, je m'occupe vraiment, pour le coup, de la partie Robé uniquement, donc la partie éclairage scénique, depuis donc 2016 en France. Et la société Robé a un peu plus de 30 ans. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Fandard, je travaille chez ETC. Alors ETC est aussi un fabricant de matériel d'éclairage qui a commencé il y a 50 ans. On fête les 50 ans d'ailleurs cette année, vous êtes tous invités. Donc a commencé donc en faisant une console lumière qui était dédiée à l'Opéra de New York, enfin c'était le projet, mais donc plutôt de théâtre au départ, puis a commencé à faire des projecteurs, puis théâtre, et puis a racheté aussi une marque qui s'appelle Ion System, donc qui fait du projecteur live, des consoles live. Puis il fait aussi de l'éclairage architectural, etc. etc. Tout est une gamme du réseau, enfin bon bref. Moi je suis Field Project Coordinator, donc en français ça ne veut pas dire grand chose. En gros c'est technico-commercial. Donc moi ce que je voulais dire c'était que là on va parler d'un sujet dont je ne suis pas du tout expert en fait. C'est juste que les gens qui s'occupent de cette partie-là chez ETC sont aux États-Unis, puisque ETC est une entreprise américaine, que c'était compliqué de les faire venir, que de toute façon ils parlaient anglais, que c'était pas forcément facile. Donc bref, je me suis dévoué. Je vais essayer de répondre de la meilleure façon, en n'ayant bien sûr pas leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience. Voilà. Bonjour, je suis Thierry Dupont, je travaille pour Robert Julia. Robert Julia, on n'a que 100 ans, ou un peu plus. Donc on est relativement connu dans le milieu du spectacle en France et un peu ailleurs. Donc on est tous collègues et comme j'ai dit, on travaille tous ensemble. Et surtout sur un sujet qui nous intéresse plus particulièrement, qui sont les protocoles. Parce que sans protocole, il n'y a pas de communication. On ne peut pas faire grand-chose entre les machines. Donc chez Robert Julia, je m'occupe plus particulièrement des questions de protocole et de moyens de communication, donc, dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le rôle de vos entreprises dans les normalisations internationales des protocoles ou pas? Chez Robert Julia, s'occuper de protocoles, on a fait ça depuis très très longtemps. Comment je veux dire, ça a commencé quand on faisait, dans les années 90, quand on travaillait avec ABAB. Donc on a commencé à apporter du digital dans les moyens de communication. Et après, on a fait même des choses sur la pin 4 et 5 de l'XLR. On renvoyait les informations dégradateurs sur un PC. Et on parle des années 90. Donc après, on a travaillé un petit peu sur le RDM. On a commencé dans les années 2012-2013. Et après, ça a continué. Donc, première génération d'appareils avec du RDM. Maintenant, les nouveaux appareils n'ont pas que du RDM, mais on a une interface RJ45 pour faire de l'Ethernet et d'autres choses. Et on pousse le plus possible à l'intégration des moyens de communication. Donc, nous évoluons, malgré que nous ayons 100 ans. Ouais, l'âge ne prédit pas de la valeur, hein. Ça marche dans les deux sens. Et de votre côté,
Alors chez ETC, ETC soutient l'utilisation de protocoles normalisés, donc depuis toujours en fait, voilà, c'est de façon générale. Donc il y a des représentants d'ETC qui siègent dans des groupes de travail, notamment à l'ESTA. Alors est-ce qu'on doit dire ce que c'est que l'ESTA peut-être? Je pense. Le moment, ouais. L'ESTA, donc c'est Entertainment, je sais plus, Services, Technologies, Association. Donc voilà, association de services et des technologies du divertissement. Et donc l'ESTA délivre des standards, des normes ANSI. Alors ANSI, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est le standard, enfin c'est la norme. Qu'est-ce que ça veut dire ANSI? C'est un organisme de standardisation. Voilà. Comme on a AFNOR, choses comme ça en France. Ouais. Donc ETC fait partie de groupes de travail à l'ESTA, mais aussi donc organisme qui délivre les normalisations, les standards, mais aussi dans d'autres groupes de travail. Notamment ETC a été à l'avant-garde de la conception et de l'adoption du DMX 512. Et donc à collaborer de façon... question, spoil pas la prochaine question. Non, mais c'est juste pour situer un peu les choses. Et donc à collaborer avec l'USIT, qui est un autre organisme qui, là, c'est l'association... Non, c'est... USIT, c'est US américain, donc US Institut des technologies du théâtre. Voilà. C'est la première organisation qui a normalisé le DMX en 86. Donc à l'époque, c'était un document de 5 pages, je crois. Donc ETC a collaboré à ça, notamment à travers des gens comme Adam Bennett et Steve Terry. Puis ETC a collaboré aussi, a participé à la normalisation du SACN et de la CN avant. Quoi encore et aussi, j'ai parlé tout à l'heure de IN System. IN System est à l'origine du protocole RDM. Oui. En 99, IN System avait conçu un protocole qui s'appelle le Talkback. Donc voilà, Talkback, on sait à peu près tous ce que ça veut dire. Et c'est ce protocole en fait qui a été cédé à l'ESTA pour donner le RDM en 2001. Donc voilà. En gros, la façon dont s'implique ETC dans les processus de normalisation des standards de communication. Nous, chez Robé, pour le coup, alors on est les plus jeunes de la bande, donc on est arrivé un petit peu après la tempête. Tout était déjà un petit peu écrit. Et même dans les premières années de l'existence de Robé, on était tout jeunes aussi, donc notre pouvoir au sein de tous ces organismes de certification, de normalisation était un peu plus réduit à l'époque. On a rattrapé un petit peu quand même notre retard et on a quand même des gens maintenant qui s'impliquent aussi depuis maintenant pas mal d'années dans tout ça, en tout cas pour la partie DMX. Le RDM, on l'a implémenté aussi très tôt. On a été un des premiers fabricants à implémenter le RDM dans des projecteurs motorisés, donc on a été assez actifs là-dessus. Et aujourd'hui, on a du monde en interne qui siège aussi dans tous ces groupes de travail sur les protocoles actuels et futurs aussi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de commencer par la partie historique et diffusion des protocoles. Donc en commençant par le DMX 512, le fameux. Donc comment le DMX 512, lancé dans les années 80, a-t-il changé la manière de piloter la lumière des spectacles? Et quel a été le poids de vos entreprises dans l'adoption, la diffusion, puis les évolutions de ce standard? Désolé, c'est pour les anciens. C'est pour moi, donc. Je pense que j'en fais partie. Ouais, je suis désolée. Mais prenez pas personnel. Non, mais il y a plus de 40 ans. Pour ma partie, je n'étais pas avec Robert Julia dans les années 80, mais j'ai eu d'autres vies. Donc à l'époque, j'ai importé les premières consoles pour l'entertainment avec AMX 192, qui est un autre protocole, mais DMX 512. C'était, je me rappelle le nom, la marque c'était Theatronics et les consoles c'était Producer 2. Donc, mais là on parle il y a très très longtemps. Et bon, comme j'ai dit tout à l'heure, Robert Julia avec Avab, on avait un protocole qui était similaire au DMX 512, mais qui fonctionnait à l'envers, c'est-à-dire que le data plus, data moins était inversé, donc c'était pas compatible. Mais c'était avant, mais c'était c'était les prémices. Et après, ils sont passés au DMX 512. Voilà. Mais je voulais rajouter pour notre camarade Vincent,
Chez Robé, ils ont quelqu'un de très intéressant. Comme ils ont Artistic License appartient au groupe Robé, ils ont un monsieur qu'il faut absolument citer, qui est monsieur Wayne Howell, inventeur d'ArcNet, et qui travaille encore, on travaille tous ensemble, mais il travaille encore à développer ArcNet, mais il travaille aussi dans les groupes de travaux et participe au RDM et à beaucoup d'autres choses. Donc c'est quelqu'un d'une très très grande valeur et à qui on lui doit beaucoup. Et comme disait Nicolas, il n'y aurait pas de RDM sans high-end, parce que Scott Blair qui a inventé le toolback, c'est des gens il faut absolument parler aussi de l'histoire, parce que sans l'histoire, on ne serait pas là. Et là, on a mis derrière un peu l'historique. Il y a eu des choses de fait, et beaucoup. C'est fou. C'est écrit assez gros. On commence quand même loin. Vous pourrez vous rapprocher à la fin pour... Voilà. Sinon, je vous l'enverrai à tous. Et là, il y a des manques. Hein. Oui, j'ai dû faire un petit récapitulatif par rapport aux documents de base. Mais c'est là d'où on vient. Et Nicolas a parlé de certains noms comme Steve Terry. Sans Steve, il y aurait Adam Bennett, il n'y aurait pas eu de DMX. Du coup, Nicolas, en parlant de ça... voilà. Donc du coup, moi, j'ai déjà un peu parlé en effet du rôle de TC dans le DMX. Moi, évidemment, j'étais pas là non plus. Et en fait, le DMX, qu'est-ce que ça a changé? En fait, tu demandais, en fait, ça a à peu près tout changé finalement, parce que c'était la première fois qu'un protocole de communication était adopté par tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est la première vraiment réussite d'interopérabilité. Et puis surtout de cohésion entre tous les fabricants autour d'un protocole. Et donc, c'est ça que ça a changé. Avant, le DMX, on avait soit des consoles, on avait beaucoup de protocoles propriétaires. Thierry a parlé de l'AMX, il y a l'AMX 192, il y avait aussi le CMX, il y en avait d'autres. Et le D54 en Europe plutôt. Ouais. De chez Strom, et en fait, il fallait soit avoir la bonne console, les bons gradas, pour que ça communique, ou soit il fallait avoir des convertisseurs de protocoles, des passerelles, voire des DMUX. C'était pouvait être très vite compliqué. Moi, j'ai retrouvé une photo, là, je vous en parlais tout à l'heure, je ne l'ai pas amenée malheureusement. À la fin, mais si je l'ai sur une clé USB, d'une console qui est sortie en 82 chez ETC, qui s'appelait Concept. Et il y avait 5 sorties de protocoles propriétaires différents. Il y avait l'AMX, il y avait le CMX, il y avait un protocole de chez Klig, je ne sais plus comment il s'appelait, et 2 autres marques que je ne connais même pas parce que c'est des gradateurs des débuts des années 80. C'est un peu comme si aujourd'hui on avait une console avec 5 cartes réseau, une pour chaque fabricant de projecteurs. Voilà. Là, on est bien lotis en lumière comparé à chez nous. Donc en fait, c'est vraiment ça que ça a changé, c'est qu'on peut, à partir du DMX 512, on a pu commencer à faire communiquer entre eux tous les appareils récepteurs émetteurs de toutes les marques. Et ça, du coup, ça a été profitable à tout le monde, surtout aux utilisateurs, mais aussi à tout le monde, aux fabricants, aux prescripteurs. Donc c'est vraiment ça qui a changé. À grande échelle, tout à fait. Ce qui amène ma deuxième question. Le DMX suit le RDM. Donc, que permet le RDM par rapport au DMX traditionnel et quels équipements utilisent déjà pleinement ces extensions chez vous au niveau de l'historique? C'est 2 choses différentes. Oui. On va dire le DMX. On va essayer de faire très simple parce que autrement on peut aller très très loin dans la technique, mais bon, je pense pas que ça vous intéresse grandement. On va essayer d'avoir un niveau de discussion que tout le monde puisse comprendre. Donc le DMX, on va dire que c'est un moyen de contrôler vos équipements. On va envoyer des informations et les équipements vont faire des choses. Le RDM va vous permettre de paramétrer vos équipements et ça va vous permettre de faire du monitoring. Ça, c'est pour schématiser. Chez Robert Julia, ça fait un moment qu'on travaille sur RDM. Il y a beaucoup d'équipements qui répondent à la norme RDM. Et le RDM fonctionne. C'est un protocole qui marche. Je sais, je vais entendre des choses, ça ne marche pas. Mais globalement, ça marche quand c'est bien maîtrisé, ça marche parfaitement. D'où la question qui suivait. Et si vous mettez... quel équipement utilise déjà pleinement ces extensions? Et si vous mettez du matériel ETC, Robé et Robert Julia ensemble sur une même ligne, on va pouvoir
converser, ça va marcher. Voilà. Du coup, on fait dans l'ordre comme vous voulez. Du coup, la question RDM, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça, parce que quel est qu'est-ce que quelle est ça la apporte différence par rapport au qu'est-ce DMX que ça apporte, et c'est ça, qu'est-ce ouais. qu'il utilise pleinement en fait comme Ouais. équipement chez vous. Déjà, moi, juste rappeler que c'est une norme, parce que j'ai dit que tout à l'heure, chez ETC, on aimait bien les normes. Enfin, en tout cas, on aimait bien les protocoles normalisés, standardisés. Donc, c'est une norme définie par l'ESTA, et en effet, qui permet d'exploiter en fait la communication bidirectionnelle qui était permise par le RS485, pardon, qui est le protocole sur lequel est basé le DMX. Donc on avait dit qu'on ne faisait pas trop technique, pardon. En tout cas, voilà, ça exploite. En fait, le DMX, dans ses gènes, il a cette possibilité de communiquer dans les deux sens. Et le RDM, en fait, il l'exploite. Voilà. Et du coup, ça permet de récolter en effet des informations type température, type d'un projecteur, d'une armoire, etc. Ou durée de fonctionnement. Et ça permet tout simplement de changer des adresses, de changer des modes, d'avoir une gestion à distance des appareils. Voilà, et après chez ETC, c'est pareil, hein, nous, le RDM on l'utilise depuis 18 ans je crois à peu près sur les consoles, les projecteurs, les périphériques réseau, enfin un peu sur tout ce qui peut faire du RDM. Nous, on a implémenté le RDM assez tôt aussi, pareil, sur nos motorisés. Je vais faire une petite aparté là-dessus, sur l'implémentation du RDM chez Robé aussi. Parce que côté asservi, c'est une deuxième possibilité de configurer ou monitorer un projecteur. Comme on le disait très bien, c'est que ça permet d'avoir les températures à distance, de changer le mode ou l'adresse à distance. Mais Robé, donc c'est une partie où je ne m'en occupe pas trop, mais on a aussi une marque Anolis, donc qui est l'éclairage architectural, et on a énormément de projecteurs qui sont contrôlés en DMX et qui n'ont pas d'afficheur. Tout simplement, on envoie du DMX, on envoie de l'électricité, mais ils n'ont aucun afficheur, aucun moyen d'être configurés autrement que via le RDM pour les configurer, parce que c'est souvent du pérenne, donc c'est installé une fois. On pose le projecteur en extérieur sur la façade d'un bâtiment, on n'y touche plus. Il va falloir lui donner une adresse, un mode, le configurer, obtenir des informations, faire de la mise à jour logicielle aussi. Une mise à jour de logiciel, ça peut passer par une ligne DMX. Et donc pour ce faire, il faut envoyer le nouveau logiciel au projecteur, mais il faut s'assurer aussi, et ça c'est valable pour la partie Robé, que le projecteur a bien reçu sa mise à jour. Donc il y a un échange bidirectionnel comme ça lors des mises à jour, et ça c'est quelque chose qui se fait en RDM en tout cas chez nous, et qui est extrêmement important. Donc le RDM ça fait vraiment partie du cœur du projecteur pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Ok, merci pour vos précisions. On va passer au protocole IP, mais on reviendra au RDM au milieu de tout ça. Donc, pouvez-vous nous expliquer simplement la logique du ArtNet pour commencer? Puis du SACN. C'est une très bonne question parce que une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de confusion et les gens l'utilisent sans comprendre vraiment ce qu'ils utilisent. Et je voudrais pas qu'on rentre dans un débat pourquoi ci, pourquoi ça, parce que ça peut être très compliqué. Donc je pense que s'il y a vraiment des questions très spécifiques sur ces deux protocoles, il vaut mieux le faire après, parce que autrement ça peut être long. On peut dire que ArcNet, c'est un protocole IP qui dialogue soit en broadcast, soit en unicast. Et qui peut gérer 32 768 univers. ArcNet 4, bon ça c'était 1, 2, 3, c'est quand même relativement ancien, et le ArcNet 4 vous permet d'utiliser un dialogue SACN pour transporter votre DMX à 112, et vous utiliserez le RDM qui s'appellera ArtRDM. Et comme ça, vous pouvez transporter votre flux RDM. Donc, on peut faire SACN, RDM avec ArcNet 4. Et le SACN, c'est un protocole multicast. Donc, c'est un protocole qui fonctionne en tant qu'abonnement. C'est-à-dire que votre projecteur va dire « Oh !» Et donc, la console émet son flux DMX à une certaine adresse. Et l'équipement dit « Oh, moi j'écoute cette adresse » et il vient chercher les informations sur cette adresse. Et on peut avoir plus d'univers, 63 999, moins certains, mais en fin de compte, c'est 63 999 univers. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà.
Et donc, pratiquement tout le monde qui utilise de l'IP utilise de l'SACN parce que c'est plus facile. Mais voilà. Donc, chez ETC, utilise SACN. Et chez Robé, on utilise aussi l'SACN. Donc, Qu'est-ce que... Juste une petite précision aussi, Ouais, ce bien qui sûr. est à préciser aussi, c'est que c'est des protocoles différents entre ArtNet, SACN, etc. Mais la finalité de la chose, c'est de faire passer du DMX sur un réseau IP. C'est-à-dire que c'est des protocoles qui permettent d'encapsuler du DMX sur un réseau IP. Le DMX n'est jamais vraiment très loin au final de tout ça. Et donc sur les projecteurs OB, oui, il y a la possibilité sur l'afficheur directement de choisir si on veut travailler en SACN, en ArtNet, et on a l'option pour le faire. Ouais. Alors moi je suis désolé, j'ai encore parlé de normalisation. Parce que du coup voilà, on a parlé. Alors après, on a parlé de broadcast et aussi d'unicast, de multicast. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde ces notions. Ou peut-être on explique vite fait. Oui, on peut. En gros, broadcast, ça diffuse les informations à tout le monde. C'est comme si par exemple vous écrivez un mail à tous vos collègues, tous de la boîte, même ceux qui ne sont pas du tout concernés. L'unicast là par contre ça va vraiment cibler une adresse IP particulière, donc c'est comme si vous écriviez un mail à une personne bien particulière. Et le multicast en effet on n'écrit que aux abonnés, on est dans un groupe, il y a un groupe d'abonnés parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, on va écrire qu'à ce groupe. Donc voilà la différence. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, donc en effet, et j'ai commencé par parler de normalisation. L'ArtNet, c'est un protocole qui en effet transmet du DMX sur l'Ethernet, comme l'a dit Vincent, mais qui n'est pas normalisé. C'est un protocole propriétaire qui a été développé et conçu par Artistic License, qui est libre de droit, que tout le monde peut utiliser. Et qui a en effet eu plusieurs évolutions, qui a commencé en étant uniquement broadcast, puis qui a été unicast, et puis qui aujourd'hui en effet fait aussi du multicast. Quand je dis fait aussi, c'est parce que parce qu'en fait le SACN, lui, il est nativement multicast. Et donc le SACN, c'est aussi une norme, c'est normalisé par l'ESTA toujours. C'est 31 je crois, E131, enfin bon bref. Donc c'est une norme qui nativement fait du multicast. Alors il faut savoir aussi que le multicast, selon les switches qu'on va utiliser, ça va pas marcher. Il faut des switches qui puissent gérer le multicast, sinon ça se transforme en broadcast. Et la grande particularité du SACN, parce que c'est vrai qu'on peut potentiellement gérer 64 000 univers contre 32 000, mais bon, déjà avec 32 000, je pense qu'on est pas mal. Sur un stade, ça va vite. Hein. Mais c'est surtout que le SACN gère des priorités. Et ça, c'est c'est très intéressant quand on a par exemple plusieurs contrôleurs sur un réseau, comme par exemple une console et un système de contrôle d'éclairage architectural. On va pouvoir définir qui prend la main et quand. Voilà, ou avec une console principale et un backup. Donc c'est vrai que le SACN c'est super facile parce qu'il y a une gestion de priorité. Et l'ArtNet 4 en effet utilise SACN. Enfin voilà donc. Ce qui amène la question juste après, qui coule de source, c'est comment gérez-vous les questions de compatibilité dans les installations ayant des items qui mêlent l'ArtNet et le SACN, et si vous avez des préconisations, et si celle-ci est la séparation des réseaux ou pas. Qu'est-ce que, en tant que qui commence Allez. A priori, je vais commencer. Ouais. A priori, ce que je viens de dire, donc, c'était que ArtNet utilisait SACN, enfin ArtNet 4, pardon, utilisait SACN, ce qui veut dire qu'en fait les deux sont compatibles et que a priori ils peuvent coexister sur le même réseau. D'ailleurs, nous, chez ETC, on a des consoles, que ce soit l'EOS ou la HOG, qui peuvent générer à la fois de l'ArtNet et du SACN. Donc ça cohabite très bien. Il n'y a pas de gestion particulière. Dès lors que on est bien en ArtNet 4, si on a des périphériques un peu anciens qui vont utiliser d'autres versions de l'ArtNet, là par contre on va recommander de créer un VLAN, c'est-à-dire de séparer les deux réseaux. Exact. Ouais. Et je pense que il faut demander. On peut utiliser des vieux équipements, mais
il faut penser à les remplacer parce que gérer du VLAN ou alors gérer des machines qui ne peuvent fonctionner qu'avec des vieux protocoles ARCnet qui en plus utilisent des adresses IP qui ne devraient pas être utilisées dans notre domaine de spectacle, en particulier le 2 points quelque chose. On ne devrait pas, mais on le fait. Et je pense que le plus simple, et ce qu'on pourrait recommander, c'est d'utiliser SACN. Et là, vous transportez votre DMX et vous utilisez ART RDM pour récupérer votre RDM. Nous, c'est ce qu'on privilégie et c'est ce qu'on pousse. Et je pense que si on est comme ça, on risque d'être le plus compatible. Mais bon, c'est ce que nous, on préconise. C'est là que ça devient compliqué aussi, c'est que il y a différentes recommandations de différents fabricants et la complexité, c'est maintenant, pour les fabricants d'éclairage, d'essayer d'implémenter au maximum, parce qu'on va être aussi dépendant des fabricants de tout ce qui est équipement de contrôle, de monitoring, de faire en sorte que notre projecteur puisse renvoyer les bonnes informations et écouter les bonnes informations aussi. Donc, il y a des recommandations de chaque fabricant, surtout sur les systèmes de contrôle plus que sur les systèmes d'éclairage, mais il y a aussi la nécessité, nous, en tant que fabricants de systèmes d'éclairage, d'être compatible avec le maximum de consoles, d'avoir le maximum d'options possibles là-dessus. Du coup, avec les extensions RDM, on y revient. Donc, E1.37-1 à 8 de 2012, en fait, qui encadre toutes les normes qui sont sorties entre 2012 jusqu'à 2026, parce que la 8 est en draft. Concernant tout ce qui est file transfer, gateway, en fait, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les utilisateurs, les nouveaux changements à venir? L'intégrateur, le fabricant, par exemple, sur la maintenance et l'update à distance. Et est-ce que, s'il te plaît, Thierry, tu peux nous définir chaque chapitre de 1 à 8 pour simplifier la compréhension de ces normes-là? Je vais essayer d'être simple, concis, parce que là, on commence à rentrer dans les détails. Au départ, RDM, on appelle le RDM, c'est E1.20. Voilà. Et donc, c'est ce que vous utilisez pratiquement tous. Et qu'est-ce que vous faites avec? Vous utilisez ce RDM et vous paramétrez votre adresse DMX et votre personnalité. Plus d'autres choses, mais principalement, c'est ça. Et l'ESTA a pensé qu'il fallait peut-être ajouter d'autres fonctions. Une fonction qu'on appelle en RDM PID. Donc, il y a eu, comme la E1.20 ne permettait pas tout, il y a eu plein d'ajouts. Et comme disait Anne, on a fait E1.37-1 jusqu'à 8. Et donc, ça permet de faire beaucoup plus de contrôle, parce que le but de RDM, c'est remplacer votre écran. Et sur votre écran, vous avez plein de fonctions. Donc, ces fonctions-là, on va les déporter pour faire quoi? Ce qu'on voudrait. Le but, en fin de compte, du RDM, c'est on oublie l'échelle, on arrête l'échelle, on arrête l'écran et on fait tout en déporté. Depuis la création du RDM, il s'en est mis du temps, parce qu'on n'y est pas encore. Mais on y arrive, mais on n'est pas encore là. Tous ces accidents du travail en moins. Ouais. Bon. Et puis il y a des gens qui, vu un âge, ils n'ont plus le droit de monter aux échelles. Je n'ai pas encore vu ça dans le code du travail. Je pense qu'il faudra en discuter, en effet. Donc, le but, c'était de pouvoir contrôler ou monitorer votre appareil à distance. Donc, la E1.20 ne permettait pas toutes les fonctions, donc on en a rajouté un paquet. On a commencé par le -1, c'était tout ce qui correspondait au dimmer. Alors, on va passer le niveau le niveau max, le niveau mini, tout ce qui est response time. On va parler des courbes. On va parler de la modulation frequency, qui est votre fréquence PWM. Et on continue. Donc, mais je ne vais pas vous faire toute la liste. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, malheureusement, j'ai fait un petit colleton parce qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas tout savoir par cœur. Et on devrait, mais bon. Et la E1.37.2,
ça va vous permettre de régler votre tout ce qui est aux alentours du IPv4 et tout ce qui est autour de vos fonctions, on va dire, Ethernet. Très peu de fabricants l'ont implémenté. Mais nous, on n'avait pas le choix, parce que comme disait Vincent, nous, on a eu la bonne idée d'enlever l'écran sur un projecteur de théâtre, ce qui a fortement agacé les utilisateurs, parce qu'ils ont dû utiliser une autre techno qu'ils ne connaissaient pas, qui s'appelait l'RDM. Donc ils ont appris à utiliser, j'aurais dû l'amener. Mon petit DMX4, tout le monde utilise un DMX4, je pense, dans la salle. Qui a un DMX4? Levez la main. Voilà. Quelques-uns. Bon, pas la majorité. Donc, bon. Désolé, c'est de notre faute. Mais bon, je pense que ça soit mes collègues TC ou Robé, on est obligé de pousser la technologie. Donc, pour pousser la technologie, il faut être par moments brave et puis dire, il faut y aller, les gars. Et les nouvelles technologies, ça ne mord pas, mais il faut s'y mettre. Il faut apprendre, il faut appréhender. Et si on ne vous force pas un petit peu la main, on va se retrouver encore comme il y a 40 ans, quoi. Donc, désolé. Mais ce qui est bien, c'est que on bouge tous ensemble. Vous bougez, mais nous, en tant que fabricants, ça nous pousse aussi à vous apporter d'autres outils. Oui, et puis vous bougez ensemble aussi. Oui. Pas fabricant. Non, on bouge ensemble. C'est que ça reste un travail de groupe, malgré ce qu'on peut penser. Et dans les groupes de travaux, j'en fais partie, mais il y a des gens de TC et les gens de Robé sont là, et on travaille pour le bien de l'industrie. Et tous ces gens qui travaillent, ils travaillent pour que dalle. C'est du bénévolat. Et ça, c'est absolument pas connu. On se réunit souvent le mercredi soir ou le jeudi soir, entre 6 et 8 heures ou 9 heures. Et on se réunit aussi trimestriellement, un samedi après-midi, et ça dure 4 heures ou à 5 heures, ou par moment, on le fait ça en physique, mais on travaille gratos. C'est pour le fun. Et non, mais il faut le dire, parce que aussi, on a nommé des gens. Tous ces gens-là travaillent pour vous, pour le bénéfice du monde du spectacle. Et surtout pas que pour la compétition non. entre fabricants. Voilà. C'était intéressant de pouvoir rappeler ça. Là, tout le monde se tire pas la bourre pour le commerce. Là, on est trois. Dans l'évolution. On est compétiteurs. Voilà. Mais là, on arrive à parler et on travaille ensemble, la main dans la main. Et aussi, chaque année, on se réunit à Lille. Sous le sein du on a un petit pas de fiesta, mais on se réunit tous ensemble, qui s'appelle le Plugfest. On est à Lille et on s'amuse bien, hein. Oui, carrément. Mais on travaille. Mais disons que c'est tous des gens de R&D qui travaillent ensemble, et on fait en sorte que les appareils fonctionnent ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui a un petit problème, il peut demander aux autres, j'ai un petit problème, est-ce que tu peux m'aider? Et on s'aide. Et c'est tous les gens du R&D qui travaillent ensemble. Voilà. De fait, on arrive à la 37. La 37. Non, on va s'arrêter à la 6, 4. À la 4 seulement. À la 4, ouais. Donc la 4, c'est le gros truc de l'année. On vient juste de la finir, mais ça va aider tout le monde. C'est qu'à l'heure actuelle, comment mettez-vous à jour un appareil? Alors, vous avez un dongle, vous avez votre truc USB, vous avez la petite boîte, vous avez la page web, vous en avez encore un appareil, ou alors une marque, un truc. Avec RDM, nous avons créé la 1.37.4 qui s'appelle FTC, qui va vous permettre de faire du transfert de fichiers. Donc, par fichier, on entend la mise à jour et tout autre fichier. Donc, on va faire du upload et du download, c'est-à-dire que des deux côtés, on va pouvoir envoyer, on va pouvoir recevoir des fichiers. Pour juste un exemple, un petit fichier de mise à jour de 400 kg, qui est un fichier normal, vous mettez 1 minute 30 pour faire le transfert, ce qui est quand même intéressant. Et vous pouvez faire de la mise à jour machine par machine, ou toutes vos machines ensemble. Et
c'est fiable, ça fonctionne. Donc ça, c'est le point 4. C'est le point 4. Donc la suite jusqu'au point 8, quand même, qui est prévu pour 2026, c'est-à-dire demain. Oui. Donc ça nous laisse quand même... Ah bah chapitre. ça, non, mais Qu'est-ce qu'on en fait, ceux-là on va en oublier un. Ah. On a le E1 37.5 qui est des informations spécifiques RDM, c'est plus des messages, mais dans il y en a un petit qui s'appelle Device Unit Number, et on a un petit projet avec celui-là. Et c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un identifiant unique pour machine, c'est-à-dire que quand sur une console EOS vous dites 500, la machine elle va s'appeler 500, mais dans la console EOS, mais sur la machine et dans votre visualiseur. Donc pas 50 numéros, un seul. Et on pourrait imaginer... À l'image d'une adresse MAC. Ouais. Un petit peu. Ou alors vous tapez 500 sur votre machine, la console EOS dit « Ah, la machine 500, je la connais. » Ah ouais, mais elle n'a pas le bon paramètre, donc je vais y envoyer le paramètre. Le bon paramètre ou la bonne adresse la bonne adresse DMX ou par exemple, je sais pas moi, la bonne courbe et plein de choses comme ça. Ça venait dans les questions... Voilà, d'après. donc ça c'est la 1.37.5 et puis on va faire la 1.37.8 qui va remplacer la E1 37.2, mais ça c'est pour plus tard, c'est pour 2026. Ok, là tu peux pas nous spoiler. Bah non, j'ai pas le droit. Oh. Je travaille dessus. Non, mais ça va, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est que le but, c'est qu'on va essayer de remplacer ArcNet complètement pour le RDM. Voilà. Mais ça ne sera pas RDMNet, hein, parce que on peut en parler, mais bon. Non, mais c'est pour rigoler un petit peu, mais on va essayer de simplifier puis de rendre les choses plus simples et plus faciles pour nous. Parce que, et puis pour vous aussi. Et on voudrait enlever tout ce qui est compliqué. Et, bon, je sais que c'est pas si simple que ça, mais et on voudrait être aussi bien que nos copains du son, parce que les copains du son, ils font beaucoup de réseaux. Nous encore. Oui, mais ils sont pas d'accord sur les protocoles. Du coup. Ah ouais, mais bon, donc on a peut-être une avance là-dessus. Hein, on n'est pas si mal. Ouais. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter tous les deux avant qu'on passe au format universel, MVR et compagnie, sur le petit sujet des évolutions du RDM à venir avec les stars? Ouais, moi je veux bien juste te dire, parce que en effet, je veux dire, on va essayer de faire simple, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux. Juste pour rappeler que la norme de base du RDM, c'était la E1.20, c'est bien ça, hein, en effet, c'est tout ce qu'on fait de basique, retour d'information, adressage, changement de mode, tout ça. Et que les extensions E1.37 sont des choses un petit peu plus complexes. Et du coup, nous, chez ETC, sur les consoles, par exemple, on respecte le E1.20, c'est-à-dire que voilà, pour des opérations basiques, on va dire. Et que par contre, parce qu'en fait, nous, on préconise plutôt de faire du monitoring réseau sur un contrôleur autre que la console, donc un ordi. On a un logiciel qui s'appelle Concert qui fait ça. Et là, avec Concert, on a implémenté les E1.37. Alors, peut-être pas toutes, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, il y a des gens chez nous qui, bien sûr, qui suivent ça de très près, qui font partie des groupes de travail et qui vont décider est-ce que celle-ci, c'est bien pour nos utilisateurs ou pas, et est-ce qu'on l'implémente ou pas. En tout cas, les consoles, on reste sur du RDM basique. Et après, on a des outils de monitoring réseau plus avancés. Bien sûr. Quelque chose à ajouter, Vincent, avant qu'on passe au MVR ou les questions de... Ça ne va pas être intégré dans des mises à jour de console. Ce nouveau protocole. Non, ça ne peut pas se faire par une mise à jour. Non, ouais. Et ce qu'on voulait dire, c'est qu'une console, c'est une console. Et une console ne peut pas faire du monitoring comme un logiciel spécifique. Et regarder un opérateur, il ne peut pas être partout. Il ne peut pas faire le show, puis regarder tout ce qui va se passer, puis faire du monitoring, et puis regarder les petits trucs. Et par moment aussi, c'est deux métiers différents. C'est vrai. Complètement. Le technicien réseau est devenu différent. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Voilà, mais si on veut quand même avoir une gestion un peu plus poussée, c'est mieux de le faire sur un contrôleur dédié, en fait. À la
l'avenir, ce nouveau protocole ne sera pas intégré dans les consoles qui sortent. Ce que j'ai essayé de dire, j'ai pas été clair, pardon. Chez ETC, on garde dans les consoles le E1.20, le RDM de base. Et par contre, on a alors peut-être pas toutes les extensions, mais en tout cas certaines, de la E1.37 sur Concert qui fait du monitoring réseau. Et c'est un choix. Une volonté. Oui, parce que de plus en plus, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein, le poste de technicien réseau se développe et a raison. Et toute cette partie de monitoring en fait partie, à mon sens également. On pourrait reléguer ça avec le poste de bloqueur. Pour ceux qui ont l'habitude de la tourner, il y aura juste un ordinateur en plus. Bon, encore. Voilà. Ouais, bon. Mais oui. Oui, en fait, il faudrait que je vous donne un micro, je pense, pour les questions. Mais il se trouve qu'on a encore pas mal de trucs à dire. Est-ce que... allez. Non, avant la question, je pense qu'on va peut-être faire le MVR, parce que ça va être Vincent qui va s'en occuper. Puis après on... Mais on y revient juste après. Voilà. Je pense, c'est ça le mieux. Ouais, voilà. Désolé. En fait, il faudrait qu'on arrive à tout dire en peu de temps. Et on n'est pas même à la moitié. Spoiler alerte. Donc, on va passer au format universel, interopérabilité et nouvelles données. Donc, le MVR, My Virtual Ring, et GDTF, pour General Device Type Format, permettent d'uniformiser la description des projecteurs et le partage de données lumière entre consoles, logiciels et visualisateurs. Donc, quel est l'intérêt réel pour le fabricant éclairagiste ? Ces formats sont-ils adoptés massivement ? Qui pousse, qui freine. et après, on passera à la dernière question qui concerne ça. Je vous fais le lot, comme ça on peut discuter plus facilement. Pouvez-vous détailler où et comment vos produits utilisent ou intègrent le GDTF et le MVR aujourd'hui, avec des exemples et des bénéfices ressentis par les équipes de création et la régie. Voilà. Parlons MVR, GDTF. Vincent. On peut en parler. Je vais en parler un petit peu parce que pour le coup, le GDTF, c'est un format de fichier, le GDTF, qui a pour but de décrire un appareil. Alors, ça peut être un projecteur, ça peut être aussi d'autres choses. Et on a été un peu moteur de ce format-là avec d'autres personnes aussi. GDTF, ça a été conjointement imaginé par Robé, donc, et Vectorworks également, et Emma Lighting. Ça s'est étendu de manière assez large, on n'est plus les seuls trois à travailler dessus, mais on a été un petit peu moteur de ça au début. Le but de ce format de fichier, c'est de décrire le fonctionnement d'un projecteur. Donc si on prend le cas particulier d'un projecteur, on va avec ce fichier-là décrire sa forme, sa taille, son poids, le nombre de gobos qu'il a, comment on le pilote. Tout ce qu'on peut décrire sur ce projecteur-là, même la colorimétrie, sa photométrie, tout ça c'est décrit dans le fichier et le but c'est de faire en sorte qu'on puisse implémenter ce fichier dans tous les éléments qui sont susceptibles d'interagir avec ce projecteur. La console pour tout ce qui est contrôle, les logiciels de plan pour tout ce qui est dessin, calcul de charge, etc. Donc de tout définir au sein d'un même fichier. C'est venu de discussions qu'on avait où on a rencontré forcément ce problème-là. Par exemple, on sort un nouveau projecteur et il faut qu'une console puisse le piloter. Aujourd'hui, le DMX ne permettant pas la communication dans les deux sens et le projecteur ne pouvant pas décrire à lui-même son fonctionnement, quoique il pourrait, mais non, entrons pas dans les détails, mais voilà. C'est le futur, laissons le futur. Laissons le futur au futur. Mais l'idée, c'est de... Voilà, la console ne peut pas, comme ça, savoir comment fonctionne le projecteur, donc elle a besoin d'avoir une description de comment des canaux de contrôle de ce projecteur-là en DMX, ça s'appelle une librairie, généralement. Et qui crée cette librairie ? Nous, en tant que fabricants d'éclairage, créer cette librairie, c'est très bien, il faut la créer pour toutes les consoles qui existent, tous les logiciels qui existent. Logiciels et consoles qu'on ne maîtrise pas forcément, puisqu'on a beaucoup à faire déjà en concevant nos projecteurs. Il faut ensuite qu'on se forme sur les consoles, compliqué. Et on ne peut pas demander non plus aux fabricants de consoles de connaître parfaitement tous les nouveaux projecteurs qui arrivent, comment ils fonctionnent, et de les implémenter rapidement pour qu'une fois que les livraisons commencent, les utilisateurs puissent commencer directement à les piloter. Donc la charge de travail de créer ces librairies-là, elle est compliquée. Et donc l'idée, c'était de créer un format de fichier qui décrit l'utilisation du projecteur, qui de mieux que le fabricant du projecteur pour savoir comment il fonctionne, comment il est, et toutes ces données-là. Et là, on a un format de fichier à créer, qui est le GDTF, et dans l'idéal, tous les logiciels ayant besoin de près ou de loin à communiquer, ou du moins interagir avec ces projecteurs-là, utiliseraient ce format GDTF.
pour en extraire les données et les utiliser. Et à ce moment-là, on n'a qu'un fichier à utiliser, de la conception du show jusqu'à l'operating et tout le reste. Et en passant par les atouts du MVR qui permettent d'être quand même ouverts et dessinés sur plusieurs logiciels. Hein. SketchUp, il faut juste rajouter un plugin. On va avoir Vectorworks, WYSIWYG, Depends, les grands mâts. Vous les ouvrez sur les... Oui, le MVR sur Augmented aussi. Donc c'est quand même un format de fichier qui est le seul qui est interopérable entre les différents logiciels de dessin. Jusqu'à aujourd'hui, pareil. Le GDTF décrit l'appareil, le MVR décrit l'implémentation de ce projecteur dans une scène. Donc on a la scène. On peut avoir de la structure, etc. Donc au sein du MVR, il y a la position des projecteurs, leur adresse, leur mode, leur patch. Et on peut avoir toute la scénographie dessinée en 3D dedans. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus facile pour faire balader des plans d'un logiciel de dessin à un autre. Et ça, je voulais juste le rajouter, même si... Donc moi qui suis censé intervenir, mais c'est... Pour répondre à la question de comment nous on l'implémente, du coup, étant un peu moteur du fichier, on l'implémente un peu partout. Et on essaye d'avoir des fichiers GDTF qui sont hyper détaillés. Donc nos fichiers GDTF, alors après, on est conscient que c'est un travail aussi. On a 2 personnes à temps plein, nous, chez Robé, qui s'occupent uniquement du GDTF et qui créent ces fichiers GDTF en implémentant toutes les données à l'intérieur, en posant des questions en interne ou en recherche et développement. Donc pour toute la photométrie, d'aller voir avec les opticiens, toute la partie mécanique, tout le contrôle, etc. Donc on essaye d'avoir notre target, et on y arrive pour l'instant assez bien, d'avoir, dès le lancement officiel d'un projecteur, d'avoir le jour J un fichier GDTF complet disponible du coup sur le GDTF Share, qui est une plateforme indépendante qui regroupe tous les fichiers GDTF dessus. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la politique de TC avec le GDTF Oui, du coup le GDTF, en fait, c'est vrai, c'est un format qui promet l'interopérabilité, on va dire, hein, c'est ce que vient d'expliquer Vincent. Et donc ça, c'est sûr que c'est chouette, hein, c'était l'idée déjà du DMX, de toute façon, et en général, les protocoles, qu'ils soient normalisés ou pas, je reviens toujours à la normalisation. Juste, faut savoir que les fichiers GDTF, c'est quand même des fichiers très complexes, hein, parce que c'est quand même très, très riche en informations, et que des fois... certains fabricants vont considérer que certaines informations sont confidentielles et vont pas vouloir les mettre dedans. Que du coup, il y a des fichiers GDTF qui peuvent être incomplets. Et que ça, du coup, c'est pas forcément intéressant pour les utilisateurs. Autre chose qui pousse, qui freine... nous, c'est sûr que ETC, on n'est pas moteur dans ce projet parce qu'on n'est pas à l'initiative de ça. Et d'autant plus qu'on a... nous-mêmes, notre propre, on a des consoles, on a un logiciel de visualisation et de programmation inclus, donc EOS Augmented. Donc on a nos propres fichiers. Donc c'est vrai que le GDTF, c'est pas notre priorité parce qu'on a déjà ça à développer. Vincent disait qu'il y avait 2 personnes qui travaillaient à plein temps. Nous déjà, on a fait le choix de toutes nos librairies consoles EOS de les faire par un prestataire qui s'appelle Caralon. C'est pas nous qui les faisons. Donc voilà, le GDTF, c'est pas notre priorité. Maintenant, par contre, on fournit des librairies GDTF, on peut les ouvrir, on peut ouvrir du MVR sur Augmented, on l'a dit vite fait. Parce que on a bien conscience que c'est un format qui se répand et dans ce sens-là, l'interopérabilité du MVR en lui-même plus que du GDTF, je dirais, qui pousse à l'interopérabilité en fait. Le GDTF est arrivé un petit peu avant le MVR dans la temporalité, mais le MVR a été un des vrais moteurs du GDTF. Ah oui. Le GDTF tout seul a un intérêt, nous on voit. Mais ce qui a vraiment poussé à l'implémentation du GDTF chez beaucoup, c'était le MVR. Pour avoir interviewé 2-3 personnes pour un autre sujet qui est celui des plans 3D, c'est vrai que pour les personnes qui font de la lumière, qui se retrouvent très souvent à devoir redessiner les scénos en fait, pour pouvoir faire de la lumière correctement, l'utilisation du MVR comme format passe-partout pour pas tout refaire arrive assez vite. Hein. Dans Thomas Deschambault racontait ça sur une interview dernièrement. Effectivement, c'est pratique d'avoir enfin un format qui passe d'une plateforme à une autre. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus ou on passe à la cybersécurité juste brièvement, nous supportons le GTDF, nous avons les fichiers GTDF et
aussi, ce qui va être possible de faire, c'est, comme on parlait des transferts de fichiers, nous pensons, pas tout de suite, mais je pense 2026, mettre des fichiers GTDF dans nos machines, intégrés. Mais pas le fichier complet, mais tout ce qui y a autour de la librairie, parce que tout ce qui est 3D, c'est beaucoup trop lourd à transférer. D'accord. Dans la machine directement. Dans la directement. machine, oui. Comme ça. Donc en RDM, hop là. Voilà, oui. Et donc ça fait partie de notre plan avec le device unit number, linké au MVR. Il y a des choses qui vont arriver. Mais aussi, comme je disais, si on ne fait pas de réseau, ben, on ne peut pas faire grand-chose, nous. Hein. Donc c'est à vous, utilisateurs, d'utiliser de plus en plus le réseau. Sans réseau, on ne peut pas amener de nouvelles technologies. Tout à fait. Et juste pour finir, MVR, bientôt, il y aura du son dedans. Ouh, le son arrive et plus d'autres choses. Donc, on va pouvoir, surtout dans GTDF, oui, ils vont s'étendre au son. Donc, le son va se dessiner en GTDF. Et beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc, ça va être un fichier universel, vraiment universel. Ok. En parlant d'universalité, on va arriver à un sujet qui est celui de la sécurité, qui fait un peu moins plaisir. Donc, la cybersécurité et l'avenir. Parce que la cybersécurité avec le protocole FENS, Cyber Alliance Act, CRA, va-t-elle bouleverser vos process et ceux des utilisateurs? Donc en premier, peut-être définir ce que c'est que le protocole FENS et la CRA, rapidement. Je ne suis pas le spécialiste dans cette salle. Il y a des spécialistes dont je ne suis pas. Mais donc, ce qui veut dire, c'est que le CRA, c'est une norme qui va être européenne, qui va toucher la cybersécurité, mais sur tout produit. Et probablement, nous allons être touchés. Et même ce CRA, ce truc de cybersécurité, va faire partie de la norme européenne CE. Donc, pour l'instant, on connaît un petit peu le cadre, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Au sein de l'ESTA, on a voulu être proactif, donc on s'est dit, on devrait peut-être faire en sorte que nos protocoles de communication aient un niveau de sécurité le plus haut possible. Pour l'instant, on est en train de travailler, mais il y a de grandes chances que ça va changer beaucoup de choses pour les opérateurs. On ne va plus travailler comme avant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop en dire parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sera peut-être plus vrai dans 3 semaines ou dans un mois parce en fonction des avancements. Mais c'est sûr, les manières de travailler, si on sera dans un environnement de cybersécurité, vont changer les façons de travailler. Ça, c'est sûr. Comment? Je ne peux pas vous en dire trop ou pas assez, mais les choses vont changer. En tout cas, toutes vos entreprises, les 3 présentes là, travaillent ensemble au projet FENS. Oui. Vous avez d'autres informations, vous, de votre côté, pas encore, parce que c'est trop flou. C'est demain en même temps, 2027, et on n'a pas d'infos plus que ça là-dessus. La personne qui dirige le groupe de travail est M. Wenowell, qui fait partie du gros probé. Donc c'est lui, pas le leader, mais c'est lui qui nous emmène. Donc, mais les gens de TC sont là. Ils ont même beaucoup de monde. Ils ont 3 personnes qui travaillent là-dessus. Et donc c'est un gros investissement. Mais on ne peut pas en dire grand-chose. Okay. On peut pas vous dévoiler certaines choses. D'accord. Et à quelle échéance pensez que vous aurez des choses à dévoiler? On n'a pas le choix. Que ce soit mis en action pour 2027, c'est-à-dire après-demain. Donc il y a déjà des choses qui doivent se faire pour fin de 2026, octobre 2026. Mais nous, si on propose quelque chose, il faut qu'on soit prêt. Et on a beaucoup, beaucoup de travail. Juste un peu de visibilité à court terme. Vous avez des infos de votre côté? Non, pas du tout. En fait, c'est la grande interrogation. Donc, en effet, il y a chez ETC, comme l'a dit Thierry, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent. Mais là, actuellement, il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Et donc, on attend de voir un peu ce qui se passe. On ne sait même pas, si j'ai bien compris, encore jusqu'où ça va. C'est-à-dire, le réseau, oui, mais est-ce que ça va aller jusqu'au RS485 et au DMX? En fait, on ne sait pas.
Toi qui es plus près de la source avec Robé. Allez. Vraiment pas beaucoup plus près. mais, Je tente. mais oui, bien vu. Mais non, oui, voilà. Le résumé un peu de tout ça, c'est que à cette échéance-là, il va falloir que tous les protocoles qui sont implémentés dans un projecteur soient sûrs d'un point de vue cybersécurité. Et donc, il y aura des process à définir pour faire en sorte qu'un appareil qui puisse connecter à un réseau scénique, enfin qui soit connecté à un réseau scénique, soit sûr. Et que les échanges entre cet appareil et d'autres soient sûrs. Et donc il y a toute cette partie-là à définir. La norme aujourd'hui n'est pas vraiment définie, mais le bas de la page, c'est il faut que les projecteurs, enfin que les équipements soient sûrs pour pouvoir être les équipements et toute la boucle. Et toute la boucle, toute la chaîne de A à Z, puisse avoir le logo CE, et c'est-à-dire donc être vendu en Europe, doivent être sûrs. Et ça, c'est maintenant comment, c'est pas défini, ça reste à savoir, mais ça va très vite. Et 2027, 2027, ça va très vite. Et on est malgré tout une petite industrie avec des ressources qui sont quand même limitées par rapport à d'autres, parce que ça touche tous les produits, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié au spectacle. Ça va être vraiment n'importe quel appareil, même du commerce, siglé CE. Et dans le commerce, les ressources sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut avoir nous dans le. Et ce qu'on pourrait juste dire, il y a des mythes dans notre industrie. Chez Robé, c'est une grande maison, mais ils ne sont pas 2000 ingénieurs. Hein. Et chez ETC, ils ne sont pas 2000 non plus. Hein. C'est une très grande maison, mais notre industrie est faite de petites équipes. Ce n'est pas des milliers et des milliers de personnes qui créent des produits. Hein. On en est loin. Si seulement on avait 1000 ingénieurs, ah ouais, chez Robert Julia, nous, on pourrait vous faire des belles choses. Mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'on n'a pas 1000 ingénieurs dans toute l'industrie du spectacle dédié à la lumière, tout fabricant confondu, et encore moins impliqués sur ces notions-là de protocole. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, d'ici fin 2026, ça laisse quoi, un an? On aura il y aura une divulgation au prochain JTSE en avant-première. Allez, j'espère. Ouais. Tout ça pour revenir. Ou au moins que nos élus européens décident d'arrêter la catastrophe. Oui, mais parce que, donc, quand même, rappelons qu'il est obligatoire d'avoir des items normés CE sur les champs, enfin, sur n'importe quelle installation. Donc, la problématique va être vite atteinte assez rapidement. La CRA est définie quoi comme produit connecté? En général, le produit connecté, c'est quelque chose qui est en rapport sur un WAN, sur un LAN. Ouvert. Mais j'essaye de comprendre ce que ça veut dire. Techniquement, qui peut réellement aller faire une attaque. N'importe quel LAN peut devenir un WAN, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu as une entrée en RJ45 ou en Wi-Fi quelque part, tu peux rentrer dedans. Donc, de là, la cybersécurité en plus. Je t'entendais dire, il faut qu'on regarde, est-ce qu'ils vont pousser ça jusqu'au DMX? Je suis curieux de voir. On est tous curieux. On est tous très curieux. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, elle est si connectée. C'est une notion de... Dans la connexion, si par exemple, même en allant au DMX, allant dans le pire des scénarios possibles, on peut mettre des projecteurs à jour via le DMX. Un projecteur est connecté à une gateway, donc à un node, qui lui-même est sur un réseau pouvant potentiellement être connecté à Internet. On pourrait techniquement atteindre un projecteur depuis un autre site si ça, c'est pas calculé dans le câblage. C'est le cas de, je pense, aucune installation, je l'espère en tout cas, mais c'est techniquement pas impossible. Et je pense que c'est là aussi où il va y avoir cette définition-là, c'est que même si c'est techniquement pas les pratiques de l'industrie de câbler un projecteur comme ça, le fait que ce soit techniquement possible, la norme peut définir ça. Mais d'accord que dans l'exemple, c'est pas le projecteur qui est. Ça pourrait. Ça pourrait. Imagine, tu as un projecteur qui fonctionne en IP, en protocole IP, TCP/IP avec un RJ. Par exemple. Bah, tu sais pas. Et Google allume-moi la lumière. Ouais, alors nous tous. On n'en est pas loin. On en est vraiment pas loin. Mais après, voilà, tout dépend de comment va être définie cette norme qui est un peu dans le flou. Mais voilà, c'est pas la première fois que des décisions de normes sont faites par des gens qui n'ont pas la connaissance de comment l'industrie va être faite. Ouais. Mais oui, oui, bien sûr. En Wi-Fi, reconnecté sur le WAN, et
Non, Mais on tu utilise sais, le Wi-Fi aussi. oui. Donc on a des points d'accès sans fil, parfois même des routeurs, ça c'est pas conseillé, mais enfin voilà, c'est ce qu'on vient de dire, hein, dès lors qu'on est en réseau, le réseau il peut être étendu et même si sans qu'on soit au courant d'ailleurs. Faudrait qu'on avance parce qu'il nous reste 15 minutes. Je sais pas si j'ai le droit de dépasser. Est-ce que j'ai le droit de dépasser, monsieur le régisseur? Un petit peu. Bon. On est parti pour la nuit. Oh non. Il y a les 50 ans de tout le monde ce soir, ne faisons pas ça. Donc, la question d'après, c'est les nouveaux outils justement de gestion d'identité pour les Fixture ID Project, de multi-drop IP, T1X, ou de configuration intégrale IP. Pouvez-vous nous en parler, les définir et nous dire ce que cela amènera? Alors, on va faire court. Oui, parce qu'il n'y a plus que 15 Alors, minutes. sur les machines, surtout sur les automatiques, vous voyez des entrées et des sorties RJ45. Ce qui veut dire, c'est qu'à l'intérieur, on va dire qu'on a ce qu'on appelle un switch de port. Ce sont des switches, on va dire, bas niveau, qui ne permettent pas vraiment de faire du multicast ou des fonctions avancées. Et on peut pas, pour l'instant, certains fabricants enchaînent un certain nombre. On ne peut pas assurer que la chaîne soit fiable. Donc, nous avons réfléchi au sein de l'ESTA d'essayer d'utiliser d'autres technologies. Et il y a une nouvelle technologie qui s'appelle T1L. J'appellerai X parce qu'il y a plusieurs protocoles qui peuvent être candidats, qui est utilisé dans les voitures. C'est un protocole Ethernet, mais basse vitesse, qui fonctionne sur 10 mégas. Mais disons que ça va vous permettre de faire du multi-drop, c'est-à-dire comme vous avez votre bus et vous accrochez sur le bus comme le DMX. Donc, j'ai pas dit que ça remplacerait le DMX, mais ça serait une façon de chaîner votre machine en Ethernet. Et ça, on a fait un groupe de travail et le groupe de travail doit rendre un résultat d'ici 1 an. Donc, c'est peut-être une technologie qui va arriver dans 2 ans ou 3 ans. Voilà. Mais là, c'est juste une première. C'est juste là, le but, c'était de vous l'annoncer, c'est tout. C'est bon, j'arrête. teaser la population. Voilà. C'est du teaser. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter ou je passe à la prochaine question? Comme ça, j'essaye d'aller au bout de mes questions avant les 15 minutes et on vous laisse poser les vôtres, qui j'imagine seront nombreuses après toutes ces informations. Donc, tac. Si un Next Generation Protocol devait remplacer le DMX et le RDM demain, quels critères jugeriez-vous indispensables pour garantir la souplesse, la sécurité, la compatibilité et la créativité du secteur? Alors, sans rentrer dans les détails, et sans trop me mouiller non plus. Oui, moi, quel critère? Je dirais il y a un critère principal, c'est qu'il soit adopté massivement par tout le monde. Ouais, l'interopérabilité, encore une fois. En fait, un nouveau protocole, si on veut qu'il existe, qu'il prenne, en gros, qu'il remplace le protocole existant, c'est bien de ça dont on parle. Le petit point, là. Il faut qu'il soit accepté massivement par tout le monde, comme l'a été le DMX en fait en son temps, il y a 40 ans. Et pour ça, il faut que les bonnes conditions soient réunies, comme c'était le cas il y a 40 ans. Donc ça, moi, je ne peux pas prédire quelles sont ces bonnes conditions, quand est-ce qu'elles arriveront. Après, peut-être ça peut être une obligation, comme là, on vient de parler du CRA. Peut-être que par obligation, on va tous. Souvent, c'est comme ça que les évolutions arrivent. On va tous être obligés de. Voilà. Et qu'il faut y aller. En tout cas, il faudra du temps. Quoique, s'il y a une obligation réglementaire, ça ira peut-être plus vite. Mais voilà. Enfin, Okay. Nous, pour notre partie, on va suivre un peu ce qui va se passer. Il y a des considérations à avoir, c'est sûr. L'idée, c'est de le faire ensemble, encore une fois, j'imagine. Encore une fois, interopérabilité, c'est hyper important. Pas développer X, la résultante, c'est que s'il y a 10 protocoles et qu'on se dit on va développer un protocole qui va unifier tout le monde, la résultante, c'est qu'il y a 11 protocoles et ça ne s'arrête jamais. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen de remplacer les anciens protocoles. Et ça, pour nous, ce qui est hyper important,
c'est de considérer les aspects de sécurité, puisqu'il y a visiblement des normes, et considérer aussi le fait que ce protocole-là, potentiellement, doit être implémenté dans des gros projecteurs, des petits projecteurs qui n'ont pas aussi la capacité de calcul que peut avoir une console ou un gros projecteur. Il faut que ce soit un protocole qui puisse être léger, facile à implémenter, et qui puisse tenir sur des projecteurs tout simples ou des équipements très simples. Il va nous falloir des DAC avec des... Sinon, on va rentrer là-dedans, ou alors on ira avec ce protocole-là jusqu'à un convertisseur qui reviendra sur du DMX. C'est compliqué. Du coup, j'enchaîne avec l'avant-dernière. Non, tu veux rajouter quelque chose ? Allez. Je vous écoutais. Oui. Donc, au sein de l'ESTA, il y a un groupe de travail qui travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Next Gen. Il y a d'autres noms qui vont arriver, mais c'est un protocole, je pense qu'on va commencer à en entendre parler d'ici 5 ans, mais l'horizon, c'est 10 ans. Parce que écrire un protocole, c'est énormément de travail. On n'a pas beaucoup de volontaires, et il nous manque des bras et des jeunes. La moyenne d'âge est âgée. Non, on parle de 50 ans. 50 ans, c'est jeune. Nous, il nous faudrait des 20-25 ans. Appel à tous les jeunes geeks. Et les Next Gen, pour l'instant, est écrit par des gens de la nouvelle génération. Donc, mais c'est du travail. Ça va mettre... Il y a beaucoup de travail qui ont été faits déjà, mais il y aura quelque chose qui vont commencer à être publiés d'ici 1 an ou 2. Mais vous aurez un nouveau protocole d'ici 5 ans, ou à 10 ans. Ok. Sera-t-il adopté par tout le monde ? Il n'y aura pas le choix. Tu vois, ça. Non, parce qu'il va apporter tellement de choses parce qu'on a prévu énormément de choses dedans. Mais donc, on n'aura pas le choix parce que maintenant, de plus en plus de fabricants, par exemple, on prend un exemple, Zonda, c'est 3 univers. Le DMX, ça commence à être un peu serré là-dedans. Il ne faut pas oublier que le DMX, c'était pour contrôler des dimmers uniquement. Exactement. Donc, l'évolution... Bon, 512 dimmers, ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup, mais maintenant, 512, c'est rien. Donc, il faut penser à un protocole qui n'aura plus rien à voir avec le DMX. On ne parlera plus forcément de canaux, d'adresses. Faut réfléchir à quelque chose de complètement différent. Et où ce ne sera pas un canal pan, un canal tilt, un canal dimmer. Il faut vraiment repenser complètement tout. Et le temps que l'industrie adopte ça et réfléchisse et que les fabricants sortent des projecteurs ou des équipements capables de ça, c'est pour ça qu'on se parle. Et puis qu'une bascule puisse se faire entre les nouveaux projecteurs et les anciens, parce que personne ne va pouvoir changer ses kits complets comme dans ça. 10 ans, mais dans 10 ans, il faut arrêter. Il faut... Non, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un stop. Les produits anciens, c'est les produits anciens. Et il faut passer à autre chose. Autrement, on va encore avoir des trucs il y a 40 ans. Non, mais c'est la volonté aussi. Tu veux pas d'une console avec 5 sorties, avec 5 protocoles différents Exactement. Ouais. Non, mais le but, c'est d'avancer. Et si on commence à se dire, ah ouais, mais mon projecteur qui a 40 ans, il faut qu'il soit compatible. Il ne pourra pas être compatible. C'est pas possible. Sauf les dimmers. Sauf les dimmers. Mais est-ce qu'on aura des dimmers dans 10 ans ? Il y a les nostalgiques de la lampe. Je suis sûr qu'il nous restera quelques BT. On aura peut-être les gradateurs, mais les lampes. Ouais. Fabriqués en Chine à prix d'or. Parce que nous avons plus de fabricants de lampes en Europe. Je vais passer à la prochaine question si vous voulez bien. Comme ça, on aura un peu de temps pour répondre aux multiples questions du public, en commençant par celle d'Olivier. Non, je ne t'ai pas oublié. Donc, la question numéro 13. Comment voyez-vous le rôle des fabricants français, européens ou mondiaux dans la négociation des standards de demain ? Quelle place pour une initiative européenne, réglementaire, R&D, sécurité ? Donc, c'est-à-dire la politique politique européenne et causalité d'augmentation des prix aussi également, et comment la place que vous avez dans les prises de décision qui se font, et le poids de la France et de l'Europe dans les discussions mondiales. Alors, le poids de la France, il est très petit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Oui, non, mais je veux dire, on va dire qu'il est très petit, parce qu'on n'a pas beaucoup de fabricants français. Mais jusqu'à présent, par exemple, au niveau de l'ESTA, pratiquement, c'était les Américains. Et on voit ce qu'on a cité avant, c'est tout des Américains. Maintenant, le poids de l'industrie européenne est importante. Et quand au sein de l'ESTA, vous avez beaucoup d'Européens. Et c'est bien. Donc, on va dire que c'est pas moitié-moitié, mais pas loin. Donc, les fabricants européens poussent. Et c'est bien.
Donc, mais attention, nos camarades chinois avancent aussi. Au sein de l'ESTA, nous avons un fabricant chinois qui est là, et le plus grand. Donc, ça devient aussi global. Global. Des noms. Vous le voulez? Oui. C'est public. Ouais. Golden Sea fait Golden partie de Sea. l'ESTA et ils participent régulièrement. Donc, nos amis chinois arrivent et au niveau R&D. Et c'est public, hein, il faut être transparent aussi. Hein. Donc, tout le monde tout le monde a le droit d'y participer. Ça coûte que $150. De quoi, l'adhésion? L'adhésion à l'ESTA coûte $150 et vous pouvez participer. Vous pouvez même À voter. tous ceux qui veulent développer des nouveaux protocoles pour $150, vous avez le droit de travailler gratuitement et d'inscrire votre nom dans l'histoire. Exactement. Ah oui. Là, vous avez le droit à votre nom dans les standards. Ça sera votre Appel à participation. C'est ça. Et ça coûte que $150. Hein. Ça va. Il n'y a pas de quête à la fin. Voilà. C'est important ce que vient de dire Thierry, parce que moi j'ai juste ça à dire. C'est vrai que les normes en fait qui sont discutées, conçues à l'ESTA, elles sont soumises à des consultations publiques. Et du coup, n'importe qui peut, il y a je sais pas combien de 6 mois, je sais pas combien de temps, n'importe qui peut consulter et émettre un avis, et ça peut être retoqué, etc. Et à l'heure actuelle, il y a 8 normes qui sortent. Ce qu'on appelle en public review, vous avez 2 mois pour les visualiser, c'est dans le site de l'ESTA, vous pouvez les critiquer. Et je vous invite à les critiquer, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Vous ne venez pas vous plaindre après. Voilà. Mais maintenant que tout le monde est au courant, parce que peut-être que personne ne savait ça aussi. Oui. Moi, par exemple, je ne le savais pas avant maintenant, tout de suite, cette information concernant les votes sur l'ESTA. Ouais. Voilà. Donc la public review, il y en a 8. Okay. Et donc, il n'y a pas que des protocoles, il y a des choses, par exemple, pour mettre une poursuite dans un endroit, dans une salle, il y a une norme. Donc allez-y. Bon, je suis désolé, c'est en anglais. Ah. Ouais, on a tous ce chat GPT de nos jours. Bon, voilà. Donc, mais c'est important, c'est très important pour nous. Et du coup, enfin, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner aux professionnels qui veulent anticiper, se former ou être pionniers de la prochaine génération lumière, quel serait-il? On en a déjà une partie qui vient d'être dite. Oui. Et après, on vous laisse la parole aux questions. Promis. Un conseil? Alors un conseil aux futurs pionniers de la lumière, c'est ça? Futurs innovateurs. À part s'inscrire et aller écrire des protocoles. Non, moi je dirais, juste identifier quel est le problème et puis essayer d'apporter la solution la plus simple. Simplement. Parce qu'en fait, on a parlé du DMX beaucoup. On a dit, c'est vrai que le DMX, c'est vrai qu'il est limité. 512 circuits. Alors après, avec l'Ethernet, on peut quand même communiquer beaucoup plus de canaux. Mais quand même, par contre, ce qu'a fait la force du DMX, et ça, faut pas qu'on l'oublie, c'est que c'est hyper simple. C'est robuste, c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à comprendre. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait. Donc, quel que soit là où on va, je pense qu'il faut garder ça en tête. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a aussi un point qui est assez important aussi, c'est que parler de robustesse du protocole, de par sa simplicité, les protocoles réseau apportent beaucoup plus de fonctionnalités, d'options, et donc peuvent rendre l'installation plus complexe, plus précise aussi sur ce qu'on veut faire, et plus adaptée peut-être, mais aussi plus complexe. Et donc la formation, c'est un point. On ne peut plus y couper, je crois. On ne peut plus y couper, on ne peut plus repousser, surtout, voilà, c'est avec ce qui arrive sur la suite du DMX et tout ça. Mais la formation, pour moi, c'est le. On se former après 2027, du coup, quand on saura ce qu'on fait avec le Voilà. Attendez peut-être 2027. non, pardon. Pas. Je rigole. Mais non, par contre, oui, c'est sûr que voilà, ça devient de plus en plus complexe d'apprendre sur le tas nos métiers et leurs spécificités précises, surtout des cas du réseau. Donc la formation, pour moi, c'est un des passages obligatoires. Nicolas, quelque chose à ajouter avant que je prête mon micro au public pour vous poser des questions? J'ai pas déjà répondu à cette question? Si, mais... Non, j'ai rien à ajouter, merci. C'est beau? Ok, alors, parce que pour que ce soit enregistré, il faut parler dans le micro. Du coup, en humble modératrice, je donne le mien.
Bonjour. Bonjour. Olivier Zaramella, référent pédagogique des réseaux scéniques au CFPTS. Donc, sur le champ de la formation, les formations en réseau lumière font partie de ce secteur-là. Moi, j'avais une question très pratique sur le 1.37-4 que je trouve très intéressant puisque je le découvre aujourd'hui. Dans le parc du CFPTS, on a des projecteurs Julia, on a des projecteurs Robé, on a des projecteurs ETC. J'aimerais bien les mettre à jour. Je le fais avec quel outil aujourd'hui ? Avec beaucoup de choses. Bah, pour nous, page web, sur la nouvelle génération, c'est principalement page web. Sur les Dalies où il n'y a pas de page web, du coup... Sur le Dalis, il y a une page web. D'accord. Voilà. Tous nos produits maintenant ont une page web, donc vous mettez à jour avec une page web. Et le FTC, ça y est, c'est arrivé. Vous aurez ça dans très peu de temps. Ah, donc, voilà. mais on est bien d'accord, le but, c'est de pouvoir faire mes mises à jour en RDM via le DMX, du coup. Oui, ou par réseau, oui, exactement. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour faire mes mises à jour vous aurez, en DMX? Chez Robert Julia, vous aurez un logiciel qui va arriver. Ok. Voilà. Chez Robé, c'est pareil, il y a du réseau sur nos projecteurs, mais il n'y a pas de serveur web. Et du coup, comment je vais pouvoir utiliser le 1.37-4 et chez ETC, on a des projecteurs qui font du RDM, très bien, qu'on utilise régulièrement, qui n'ont pas forcément de réseau, ou alors ils ont du multiverse. Vous n'avez pas parlé des réseaux sans fil, mais là, on est à des endroits qui sont un peu différents et qui ne sont pas forcément les standards qu'on croise le plus souvent en France. Donc j'aimerais bien pouvoir les mettre à jour avec du DMX. Comment je fais ? Alors, côté Robé, à aujourd'hui, on n'a pas implémenté le FTC. C'est en réflexion. Donc, à aujourd'hui, la mise à jour des projecteurs Robé, ça va se faire en RDM ou donc via le réseau en ArtNet, en quelque sorte. Donc, on a un logiciel dédié de mise à jour qui va envoyer les fichiers de mise à jour via des paquets spécifiques de l'ArtNet, qui s'appelle le ArtFirmware. Ça, c'est pour la partie réseau. Pour les projecteurs qui n'ont pas de port réseau, et donc là où ça se fait via le câblage DMX, il y a un boîtier spécifique Robé, du coup, qui va envoyer les mises à jour via RDM. Alors, chez ETC... chez ETC, c'est à peu près le même processus. On a certains projecteurs où qu'on peut mettre à jour directement avec une clé USB. C'est notamment le cas des SourceForge série 3. On met une clé USB et toutes celles qui sont linkées en daisy chain prennent la mise à jour. Moi, voilà. J'ai pas le droit de monter sur un Escado. Alors, C'est parce que t'es trop vieux ? sinon, le mieux, on a un logiciel qui s'appelle Updaterator, qui est en téléchargement libre, qui est sur les EOS. Donc si tu as un EOS, il suffit que les projecteurs soient raccordés au DMX, et avec l'Updaterator, tu fais les mises à jour de n'importe quel projecteur. Depuis les EOS, du coup. Ouais, depuis EOS. Mais après, ce Updaterator peut aussi s'installer sur un ordi, mais là, il faut aussi un petit dongle ETC. Bon, donc il y a un petit peu de travail encore sur le 1.37. En tout cas, il n'y a pas du tout d'interopérabilité. 1.37.4, 1.37.4, on n'est même pas encore au 8. Non, mais un 37.4 vient d'arriver et vous verrez, ça sera adopté. Okay. Il y aura de plus en plus de fabricants qui vont l'adopter. C'est pour ça qu'on voulait une solution universelle. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question et veut récupérer le micro magique? Merci. Bonjour. Imaginons un cas où j'ai une installation qui se met en œuvre demain. Et d'ici 2027, modification de la norme, obligé de respecter la cybersécurité, etc. Toute mon installation tombe à l'eau, je mets à jour, ça suffirait. Je suis obligé de modifier mes appareils. Est-ce que vous avez une piste de réflexion? Est-ce que j'attends 2027 pour faire mon install et du coup d'ici là j'économise de l'argent? Et tu le fais travailler en bon. Et je le fais travailler, ouais. Tout dépend des équipements. Pour nous, la nouvelle génération de projecteurs va pouvoir. Je ne peux pas répondre pour les autres fabricants, mais pour nous, notre but, c'est que la nouvelle génération de projecteurs actuels va pouvoir accepter le CRA. C'est pour ça qu'on s'est mis dans les groupes de travaux pour pouvoir préempter et être au plus près
et pour pouvoir faire influencer aussi, pour connaître avant tout le monde. Mais il faut y travailler. Voilà. Je rajoute une petite chose aussi, c'est que tout va dépendre de comment c'est normé et est-ce que ça va être rétroactif ou non. C'est tout l'enjeu de ce qu'on attend là, d'avoir des informations concrètes sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça doit être implémenté. Et tout va dépendre aussi de ça. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi en tant que fabricant d'implémenter des choses ne sachant pas toutes ces choses-là, mais en même temps, au moment où on aura l'information, on aura qu'un très court terme pour l'implémenter aussi. Donc voilà, en fait, même chose. C'est-à-dire que c'est certain que tout ce qui va sortir après, ça respectera les nouvelles, ce CRA. Tout ce qui a été fait avant par les uns et les autres, on ne sait pas en fait, puisqu'on ne sait pas ce que ça va concerner précisément. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est comme on est, que ce soit Robé ou ETC ou nous, on travaille ensemble et on réfléchit. Ce qu'on veut tous, c'est que les équipements actuels puissent accepter ces nouvelles normes, parce qu'on ne va pas tout jeter à la poubelle. On peut pas se permettre. Donc, peut-être qu'il y aura des équipements qui ne pourront pas, les très vieux, mais les appareils que l'on fabrique à l'heure actuelle qui sont courants, ils seront compatibles. On va pas se tirer une balle dans le pied, non, c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'on travaille de concert. On n'a pas du tout intérêt, nous non plus, en fait, que tout soit jeté à la poubelle. Pas possible. Puis après, tout va dépendre aussi en fonction de qu'est-ce qui va être défini, de la capacité technique des appareils. C'est-à-dire que faire une mise à jour qui va de manière rétroactive ajouter des fonctionnalités qui sont nécessaires pour le CRA, par exemple, c'est techniquement réalisable. Si les nécessités techniques qu'on a besoin d'avoir, donc tout ce qui est cryptage, donc des protocoles, etc., si les ressources des équipements qu'on sort aujourd'hui, si l'électronique est capable de gérer ça aussi. Et tout ça, ça va dépendre d'à quel niveau on a besoin de sécuriser les appareils. Et peut-être qu'on est trop pessimiste. Hein. Enfin, on ne sait pas. Vaut mieux l'être trop. Non, mais il vaut mieux. Quelqu'un d'autre veut le micro ? Je vois que ce sujet vous a tous donné le sourire. Ça me fait plaisir. Ah, oh, pardon. Alors, bonjour. Je voulais juste une précision, parce que vous étiez lancé dedans, sur la fameuse fixture ID Project que tu avais intégrée dans autre chose derrière. C'est-à-dire que c'est basé sur le fait que c'est le modèle du projecteur qui aura un ID, ou c'est chaque machine Machine, c'est un identifiant unique par machine. Par machine. Ouais, voilà. Mais je pense que Robé a ça depuis très très longtemps. Plein de fabricants l'ont. Martin l'a. Varilight l'a eu depuis 2002, mais personne n'a fait, et c'est une invention aussi de Scott Blair, de High-End, mais personne n'a fait quelque chose vraiment avec. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est se réunir tous ensemble et puis de faire quelque chose avec. Mais beaucoup de fabricants l'ont déjà, et nous, on voudrait utiliser RDM pour pouvoir faire la transition entre les machines et une console et les visualiseurs. Voilà. Mais ça existe toujours. Ça existe déjà. DHCP de l'adresse MAC des machines. Non, pas du tout. Si on veut, on peut. Mais oui, en schématiquement, oui. Et ce qui veut dire que cette idée, vous avez prévu de l'utiliser pour que ce projecteur, si j'ai déjà travaillé avec, il sait déjà ce que c'est. Ça veut dire qu'il prend déjà la config en avance. Quoi. Mais ça, il nous fallait le FTC pour. Il fallait y arriver. Pour y arriver, il fallait différentes étapes. Et pour l'instant, certaines étapes ont été franchies. Maintenant, on va pouvoir y travailler collectivement et c'est un groupe de travail qui va se réunir et qui va faire ce protocole. Mais c'est un truc qui va arriver peut-être d'ici 1 an ou 2. Mais on y réfléchit. Parce qu'il y a déjà une bonne partie des projecteurs qui, en RDM, donnent un identifiant. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. En fait, le but, c'est de définir un numéro. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un plan et je dis, ça, c'est le projecteur numéro 600, et que je définis sur mon projecteur physiquement juste son adresse DMX, il n'y a aucun dénominateur commun entre mon plan et ce qu'il y a physiquement. Ce projecteur-là, dans ma scène, il n'y a rien qui le lie. Et son adresse DMX, c'est pas forcément un identifiant parce qu'il va être peut-être sur un autre univers. Il y a peut-être un autre projecteur qui a la même adresse et le même mode, et peut-être le même type de projecteur. Donc il
il y a besoin de trouver un identifiant unique à travers tous les équipements, donc console, plan, projecteur. Et aujourd'hui, ça peut ni être le mode, ni l'adresse, ni le numéro de série, puisque je vais changer ce projecteur-là par un autre, le numéro de série change, donc il n'y a aucun dénominateur commun. Et l'idée, c'est de définir un numéro unique qu'on va pouvoir mettre dans l'écran, et à ce moment-là, ou dans l'appareil, ou via le RDM, et de dire, bah voilà, maintenant ce projecteur-là, c'est le numéro 600 sur le plan. Comme la console le détecte, elle sait que c'est le 600, elle sait que via le MVR, peut-être, ce projecteur 600 a cette adresse-là, ce mode-là, elle va l'auto-configurer, et juste en ayant défini un numéro, tous les réglages du projecteur peuvent être appliqués. C'est le numéro unique qui permet de lier ce projecteur-là physiquement que j'ai là sur mon pont et mon plan. Arrête-moi si je me trompe de ce que je viens de comprendre, ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est un numéro unique qui n'est pas réellement unique. C'est-à-dire que c'est nous qui le définissons, mais à partir de là, unique, ça permet un lien. Unique sur le plan, oui, c'est ça. Ah d'accord, ok. Donc l'idée, c'est que je peux démonter ce projecteur-là, j'en mets un autre à la place. Si je lui remets le même numéro, il va peut-être être auto-reconfiguré de la même manière qu'était l'ancien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la console, hypothétiquement, elle sait que celui-là, maintenant, c'est le 600. Voilà. Ah, peu importe où il est installé physiquement, maintenant, celui-là, c'est le 600. Donc je sais qu'elle va pouvoir faire le lien entre cet appareil-là physiquement et la programmation dans la console, l'adresse, l'adresse, c'est pas une adresse fabricant, c'est une adresse de suivi. C'est un numéro unique défini par l'utilisateur. Pour info aussi, donc dans le GDTF, enfin dans le MVR, maintenant ça a été défini, il y a le fixture ID numérique. Voilà, c'était adopté. Ça a été adopté là récemment. Ouais. Et aussi, ce qu'on voulait, c'était un numéro que nous, humains, on est capable de retenir. Parce que 65 000, ça va, mais si on fait 65 A, F, B, je vois quelque chose, là, on a perdu tout le monde. Parce que le gars, il va dire, ah, j'ai rentré... Ah, zut. Ah, allô, machin, je peux avoir le numéro ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va dire 5 digits, on va faire jusqu'à 99 999, on devrait avoir assez de machines. Ouais, je pense. Même dans le monitoring, il y a la personne qui a fait le plan ou la console, etc. Si le projecteur a un problème et le monitoring dit la machine 200 a eu un souci, dans la tête, je sais tout de suite quelle est la 200. Si on me dit, alors c'est sur l'univers 6 et c'est la machine à l'adresse qui est en, ça va être plus compliqué. Alors attends, je ressors le plan, le PDF, je regarde dedans où est-ce qu'elle est. Ah bah oui, c'est celle-là. Bon. Là, l'ID, il est tout de suite facile. Hein. Ok, ouais, je ne l'avais pas compris comme ça. Mais très bien, merci beaucoup. C'est ça. Ouais. Voilà. Est-ce que je vous libère? Fin des cours. Fin des cours. Plus de questions? Non? Bon, dans ce cas, je vous remercie d'être venu et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.